Alors guys, nous allons essayer d'analyser la conférence de presse de Ten Hag en vue du match contre Sheffield. D'autant plus que nous avons mis de côté pendant 2 semaines l'aspect sportif. Nous avons parlé Glazers, vente du club, Sheikh Jassim, Radcliffe. C'était beaucoup plus politique. Donc il est temps de nous reconnecter footballistiquement parlant. Alors, première chose que j'ai envie de souligner, c'est pourquoi est-ce que notre conférence de presse est scindée en deux? Quand je regarde les conférences de presse d'Arsenal, de Chelsea, de City, généralement c'est 17 minutes, 18 minutes, et puis voilà, tu as tout en un, et puis voilà, tu prends les informations et basta. Nous, on doit attendre 22 heures pour qu'il y ait une deuxième partie. Parce que le problème, c'est que généralement, la première partie, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est jamais des questions assez pertinentes, pas croustillantes du tout. La première question, c'était sur Radcliffe. Et alors là, je me suis dit, mais vous ne comprenez pas? Je sais ce qu'il va répondre. Et il a répondu, moi, je m'occupe du football. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le match de demain. Donc, c'est le prochain match. On le sait tous ce qu'il va dire. Ça fait combien de fois qu'on essaye de parler avec Ten Hag sur l'aspect extra-sportif et il répond toujours la même chose. Il botte toujours en touche. Toujours. Mais apparemment, les journalistes ne comprennent pas. Deuxième question, Sancho. Il a dit, tout a été déjà dit. Combien de fois la question Sancho est arrivée? Je ne sais combien de fois. Et vous savez ce qu'il va répondre. Pour moi, ça, c'est vraiment des questions que l'on perd. Si jamais il y avait un quota de questions, pour moi, ce sont des questions où la réponse est évidente. C'est vraiment évident. Ten Hag parle généralement de football. Tout le reste, généralement, il botte en touche. S'il n'avait pas encore remarqué, bref. Alors, une des questions qui m'a un peu stimulé, c'était Onana. Et je vous ai dit il y a quelques temps, je pense qu'Onana va être un bon coach, un bon gardien, pardon. Je pense qu'il va être un bon gardien. Il a souligné une phrase, apparemment, même Schmeichel a eu des débuts compliqués. Bon, j'étais au courant pour De Gea. Van der Sar, j'ai un trou de mémoire, je sais plus, mais je sais que De Gea a eu des débuts assez compliqués. Mais Schmeichel, je ne savais pas. Je viens de le découvrir. Donc apparemment, Schmeichel également a eu des débuts compliqués. Vous savez, c'est très difficile d'arriver dans un nouveau club, du standing de Manchester United et venir tout de suite, surtout en tant que gardien, tout de suite vraiment briller. Pour moi, cette année, ça va être compliqué pour Onana. Il va falloir qu'il se remette en question, il va falloir qu'il prenne un peu de recul. Mais je pense que l'année prochaine, comme De Gea, si en 2012 on n'est pas champion, c'est parce que De Gea avait fait énormément de boulettes. Pour moi, donc il faut juste laisser le temps. Cette année, je pense que ça va être mort, mais je pense que l'année prochaine, il va être un bon gardien. Et c'est ce que Ten Hag a souligné en disant qu'il est sûr qu'il va être un élément assez important pour nous à l'avenir. Donc ça, c'était le cas Onana. Ensuite, bien sûr, une question qu'on n'y échappe jamais également, c'est le cas Harry Maguire. La question était, est-ce que vous pensez que Harry Maguire, donc le fait qu'il soit hué, peut avoir un effet négatif sur lui? Ce sont les mêmes questions qui reviennent encore. Ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir participer aux conférences de presse, de pouvoir poser des questions assez pertinentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le retour des blessés, c'est la condition physique, c'est quel est le plan, quelle est la stratégie. Ce sont des questions que j'aimerais poser. Mais Maguire, déjà, franchement, je sais pas s'il va être titulaire, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas une priorité. Mais comme il est anglais, la question Maguire doit revenir systématiquement. Alors, il a répondu que tout simplement qu'il n'a pas eu l'impression qu'il a été hué le dernier match. Et d'ailleurs, il a plutôt bien joué. Je l'avais souligné même en vidéo d'après-match d'après. Il n'avait pas été vraiment mauvais. Et même en équipe d'Angleterre, apparemment, bon, j'ai pas regardé le match, mais apparemment, il n'a pas été hué. Pour moi, Maguire, c'est un joueur qui n'a pas le niveau. Même s'il peut faire de bons matchs, il n'a pas le niveau du standing de Manchester United. Mais peut-être que s'il retrouve confiance, il pourra dépanner par-ci par-là. Ensuite, enfin, une question sur Sheffield. Et j'ai aimé la réponse, c'est-à-dire quand même qu'il y a eu une analyse profonde de l'équipe, de l'adversaire. Sheffield est dernier. La question est-ce que vous pensez que parce qu'ils sont derniers, ce n'est pas une équipe assez difficile parce que justement ils vont jeter corps et âme pour histoire de grappiller des points? Il a répondu qu'en première ligue, tous les matchs sont compliqués.
Et ça, on l'a vu, il n'y a pas de... On voit souvent, on l'a vu la dernière fois, Wolverhampton qui bat City. C'est assez compliqué. Première ligue, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Tous les matchs, c'est un nouveau combat. Tous les matchs. Donc, il a expliqué que, justement, quand on regarde les matchs contre City et contre Tottenham, on voit que ces deux équipes ont gagné, mais vraiment dans la douleur. Donc, ce sera un combat également difficile. Donc, j'ai aimé cette réponse parce que il nous donne les références, c'est-à-dire que derrière, il a dû regarder donc les matchs contre City, les matchs contre Tottenham. Ça va être probablement le même style de match. Nous allons avoir le ballon, bon, avec un jeu moins fluide que City et Tottenham, mais nous allons avoir le ballon, histoire de voir ce l'on pourra faire avec. Mais en tout cas, il faut concrétiser. Newcastle leur a collé 8 chez eux, sur leur terrain, guys. Newcastle leur a collé 8-0. 8 chez eux. Incroyable. Donc, je sais que oui, c'est un match compliqué, mais c'est en même temps où nous sommes aujourd'hui. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on va chez le dernier, on se dit que c'est compliqué. Vu la manière dont on joue actuellement, on va chez le dernier, on n'a pas confiance en nous, on se dit ça va être compliqué. Mais bien sûr, ça va être compliqué. Tous les matchs sont compliqués. Mais même à l'époque, tous les matchs étaient compliqués, mais ça n'empêche pas qu'on arrivait, on se disait qu'on allait gagner. La question n'était pas est-ce qu'on allait gagner, la question était de combien allons-nous gagner. Mais bon, aujourd'hui, nous affrontons une autre réalité, malheureusement. Donc oui, ça va être compliqué. Maintenant, j'ai mis en titre un tremplin. Parce que là, actuellement, nous allons vivre vraiment une semaine assez délicate. Et ça commence par Sheffield. Sheffield, les derniers, les gars. J'ai pas envie d'entendre des excuses. Ouais, c'est un terrain, c'est un stade difficile. Sheffield est dernier. Last. Le dernier, normalement, à ma connaissance, si tu veux être candidat au top 4, le dernier, tu prends 6 points. Il n'y a pas d'autre alternative. Dernier, tu prends 6 points. Donc, est-ce qu'on va assister à un tremplin, c'est-à-dire qu'on va continuer sur notre lancée? Est-ce que les buts de McTominay va vraiment nous réveiller, ou alors nous allons continuer à faire le yo-yo? Tant de questions, honnêtement, à se poser avec cette équipe de Manchester United. Tant de questions. Pour moi, il faut gagner. C'est-à-dire que on doit gagner avec la manière. Quand je vois Newcastle leur coller 8, pour moi, on doit gagner 3-0. La question, c'est allons-nous gagner 3-0? Sincèrement, je ne pense pas. Mais bon, donc cette équipe de Sheffield, elle va vouloir grappiller. Elle est en mode survie. Et on sait très bien qu'en mode survie, ça peut être difficile. Mais encore une fois, ça dépend de nous. Parce que nous aurons le ballon. Ça dépend de comment nous allons faire fluidifier notre jeu. Question pertinente. Donc, ouais. Et ensuite, donc la dernière question, c'était par rapport à s'il ne faut pas interchanger Mason Mount et Bruno Fernandes. Et là, il dit que Bruno Fernandes est un joueur remarquable. Donc, ça va faire plaisir aux chouchous, donc aux supporters de Bruno. Donc Bruno Fernandes est un joueur remarquable et que parfois on le met à droite parce qu'il peut jouer n'importe où. Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je cherche encore dans ma tête un match de Bruno Fernandes où il a été vraiment héroïque, magnifique à droite. Je cherche encore. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Mais donnez-moi un match où Bruno a fait une masterclass, rendu une copie propre avec en étant ailier droit. Je cherche encore. On a dit qu'il a été très bon avec le Portugal, mais bon avec le Portugal, c'est un autre débat. Tu peux être bon avec le Portugal, c'est bien. Encore une fois, moi, je suis pas portugais, moi. Moi, le Portugal, ce qui m'intéresse, c'est Manchester United. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, j'attends à ce qu'il reproduise ce qu'il a fait avec le Portugal, avec Manchester United. C'est tout. Maintenant, on a la réponse sur le fait que Bruno ne va pas sortir. On a demandé est-ce qu'on pouvait pas mettre peut-être Mason Mount, mais il a voulu plus parler de Bruno. Il a botté en touche pour Mason Mount. Il a parlé beaucoup plus de Bruno. Et donc voilà, on a la réponse sur le fait que Bruno va jouer encore et encore et encore. Vous savez, Bruno, l'année dernière, il a fait une très bonne saison. Je critique aujourd'hui Bruno, mais je reconnais quand même que l'année dernière, Bruno a été impeccable. Le Bruno de l'année dernière me plaisait énormément.
Le Bruno de l'année dernière, j'estime même d'ailleurs que c'est le meilleur Bruno que j'ai vu depuis son arrivée. Il n'y avait pas mieux. Depuis l'arrivée de Bruno, pour moi, c'était l'année dernière, parce il ne se précipitait pas, il jouait calme, il jouait simplement, et il ne forçait pas la décision. C'est-à-dire que s'il fallait faire une passe à Rashford, je vais la faire. S'il fallait faire une longue passe à Rashford, il la faisait. Bref, c'était un Bruno, honnêtement, à saluer. Mais celui-là, il est bruyant. Il est très bruyant. Et ça, je suis désolé, il faut le dire. Donc, on espère le revoir. Donc, pour moi, c'est une conférence de presse où ce sont des questions auxquelles les réponses ne me surprennent pas. Je pense déjà, à part la question de l'analyse sur City et Tottenham qui ont eu du mal à battre Sheffield, en dehors de ça, voilà quoi. Donc, niveau équipe, nous avons donc Casemiro, apparemment, qui n'a pas fait le voyage. Il a pris un coup, il n'a pas fait le voyage. Et vous savez aussi que la dernière fois, il y a eu un attentat en Belgique, donc pendant le match Suède-Belgique. Et du coup, Lindelof était capitaine. C'est Lindelof qui est parti voir l'arbitre en disant que ils vont arrêter de jouer. Donc il y a eu un attentat. Encore une fois, quelqu'un qui va salir le nom des musulmans. Mais bon, on va pas s'éloigner du sujet. Mais bon, donc il y a eu un attentat. On a demandé par rapport au moral de Lindelof. Il a dit que Lindelof était bien portant et que forcément, il a le moral assez solide et qu'il pourra forcément nous aider demain. Donc niveau équipe, Casemiro n'a pas fait le déplacement. Enfin, il est toujours au Brésil. Donc apparemment, il avait pris un coup, mais on doit vérifier. J'avais vu une photo de lui qui disait qu'il n'était pas blessé finalement, mais en fait, c'est juste du pipeau. C'était probablement une vieille photo. Donc niveau équipe, je pense qu'il va aller avec 7 compos. Bissaka est de retour, mais encore une fois, vous voyez, plutôt que de parler de Sancho, pose-nous, demande-nous sur Bissaka, sur Varane, sur... je sais que Varane s'est entraîné, mais bon, voilà, là on va enchaîner Sheffield, Copenhague. Copenhague, si on fait match nul, on est mort, on est sorti. Donc il faut qu'on gagne. City, ça reste un derby, ça reste City. Donc voilà. Donc je pense qu'il va retourner avec Dalot, parce que Bissaka, même s'il a commencé à s'entraîner, n'est pas encore apte. Je crois que Varane va faire son retour. Lindelof va jouer également. Est-ce qu'il va reconduire Maguire? Peut-être qu'il va le faire jouer demain et faire jouer Lindelof et Varane mardi. On verra, parce que bon, le match de mardi pour moi il est crucial. Donc Reguilon aussi s'est entraîné, donc j'espère qu'il aura de l'énergie pour commencer. Donc Reguilon à gauche. Maintenant au milieu de terrain, Amrabat s'est entraîné également, donc je pense qu'il va aller avec lui. Kobbie Mainoo s'est entraîné, mais encore une fois, vous voyez, ça, ce sont des questions qui m'intéressent. Ce sont des questions qui m'interpellent. Kobbie Mainoo, Amad Diallo, quelles sont leurs conditions physiques? Ça, ce sont des questions, mais tu vas pas venir opposer les mêmes questions encore et encore. Donc, on va probablement avec Amrabat, Mason Mount, Bruno Fernandes au milieu. À gauche, sincèrement, guys, même si Rashford a marqué avec l'Angleterre, Garnacho mérite pour moi d'être titulaire. Pour moi, je devais faire une vidéo d'ailleurs où j'allais faire mon 11 pour les deux matchs, en sachant en l'occurrence Sheffield et Copenhague. Mais pour moi, Garnacho mérite de commencer. Et c'est ça que je veux dire par récompenser l'effort. C'est ça du management. Tu es bon, tu gardes ta place. Tu n'es pas bon, tu commences à être moins bon, tu vas sur le banc. Ça, c'est du management. Et si... pour moi, Rashford n'est pas au mieux de sa forme et tu le titularises encore, c'est du favoritisme. Et c'est quelque part, c'est de là que ça part et c'est de là que tu perds ton vestiaire. Donc, il va aller probablement avec Rashford, mais moi je le mettrai avec Garnacho. Højlund, il a pris un coup, mais apparemment ça va. On a vu qu'il s'est entraîné. Encore une fois, il va falloir le surveiller. Et enfin, je pense que Anthony va jouer. Il a fait 2 rentrées. Je pense qu'il va repartir avec Anthony parce que Casemiro n'est pas là. Donc voici l'équipe avec laquelle je pense qu'il va partir, donc il va aligner. Niveau score pronostic, j'espère vraiment que les buts de McTominay nous auront fait du bien. D'ailleurs, il l'a souligné. Il a dit que ça nous a fait énormément de bien moralement. J'espère que ce n'est pas un petit cure-dent dans la mer, c'est-à-dire
c'est pas un petit moment d'extase, d'euphorie, et puis bam encore. J'espère que ça va nous servir de tremplin et que vraiment notre saison va enfin démarrer, quoi. Donc, mais j'ai du mal à venir vous dire malheureusement 3-0 pour Manchester United parce que je suis réaliste. J'aimerais vous le dire, mais je suis réaliste. Donc, je partirai sur 1-0, mais encore une fois, j'appuierai le fait que tout est possible avec cette équipe de Manchester United. Donc, je partirai sur 1-0, mais 2-0, ouais, je prends. Pour moi, il est temps de commencer à gagner 2 buts d'écart. Déjà. Pour l'instant, est-ce qu'on en a eu une victoire de 2 buts d'écart? Je pense pas. Nottingham Forest, Wolverhampton, on n'a pas eu de victoire, hein. 2 buts d'écart, non. On a 1-0, on a 3-2, on a 2-1 et on a encore 1-0 contre Burnley. Donc voilà. Alors 1-0 pour Manchester United. Dites-moi ce que vous en pensez. Si j'ai oublié de mentionner quelque chose, faites-le moi part en commentaire. Et puis sur ce, merci encore une fois, guys, de m'avoir écouté. Nous allons peut-être mettre en place des lives YouTube lundi, tous les lundis. On va essayer de mettre un plan en place. Je l'ai bien essayé parce que je suis pas sûr de commencer cette semaine, mais probablement, si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine d'après. Sur ce, merci et prenez soin de vous, guys.